Voilà, on va s'installer ici si vous voulez, Marion. Puisqu'en plus, on a le privilège d'avoir sa première prise de parole à Marie-Ange Debon, bien qu'elle soit un peu handicapée par une sciatique. Donc on va s'installer, si tu veux, Marie, toi aussi, ou à moins qu'on reste debout, autour de ce manche debout qui est en passe de devenir légendaire. Donc, Marie-Ange, merci beaucoup de votre présence ce soir. Vous êtes une sorte d'illustration de l'excellence à la française, HEC, l'ENA, la Cour des comptes, avec une double singularité, puisque vous êtes une femme. Et du coup, à l'ENA, vous étiez certainement assez rare dans votre promotion. Pour rire comme ça, combien de femmes dans la promotion Jean Monnet ? Je ne sais plus, mais ce que je sais, c'est que quand nous sommes rentrés, quand je suis rentrée à la Cour des comptes, nous étions 5 et nous étions 4 filles. Et donc, ça a été un choc psychologique très fort pour la Cour des comptes et les magistrats. Je peux partager, parce que maintenant il y a prescription, une anecdote qui a été faite à l'époque, qui était vraiment très très misogyne, qui était les magistrats sont en robe et on nous a dit « Ah, 4 robes qui rentrent, c'est pas celle qu'on voudrait ». Et on a eu un petit choc, mais après, je dois dire que tout le monde s'est habitué et ça s'est très bien passé. Donc oui, il y a quelques années, il y avait encore un climat de surprise et la Cour des comptes était surprise de voir arriver 4 femmes sur 5 nouveaux magistrats. Alors ça, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est l'exception qui confirmera la règle. Deuxième singularité, vous étiez aussi probablement, à ce niveau d'études, une des rares à cette époque, à être la fille de 2 parents qui n'avaient pas leur bac. Donc quand je parlais d'excellence à la française, vous en êtes une illustration. Alors depuis, vous avez évolué dans différents grands groupes, France 3, comme directrice générale adjointe. En 98, vous avez intégré le groupe Thomson, secrétaire général également, pendant 10 ans. Et en 2008, vous rejoignez le groupe Suez et vous venez depuis maintenant 2 jours officiellement, d'occuper un nouveau poste en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe centrale, chacun son tour. Donc voilà, on l'a dit, Marie tout à l'heure l'a dit que c'était votre première intervention publique depuis votre nomination. Quel signe on doit voir dans le fait que vous interveniez en province d'abord et dans le cadre d'un événement consacré à l'égalité femmes-hommes ? Vous avez en fait déjà un peu fait la réponse. Suez est une entreprise qui est ancrée dans ses territoires. Donc c'était important pour moi de venir dans un territoire où nos équipes sont présentes. C'était important aussi de venir dans une région où finalement, dans la classe politique, vous avez des femmes emblématiques, avec, je pense, la seule femme qui est à la tête d'une métropole en France, une femme qui préside la région aussi. Donc, et puis ensuite, l'événement des fameuses est un bel événement sur le sujet de la diversité, de la mixité et de l'équité homme-femme. Quelles sont vos convictions sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité professionnelle, la mixité ? Est-ce que, par exemple, vous pensez que c'est un facteur de performance pour les entreprises ? Je pense que que la diversité, d'une manière générale, est un facteur de performance, oui. Qu'il faut être à l'image de nos parties prenantes, de nos clients, qui sont de plus en plus eux-mêmes diverses. Je pense que, je prends la direction de la France, mais pendant 5 ans, j'ai vadrouillé de par le monde, puisque j'étais en charge de la direction internationale, et j'ai toujours prôné la diversité pour mieux comprendre ses clients, être en symbiose, parler le même langage que ses clients. Donc c'était à la fois d'avoir une diversité de nationalité, une diversité de genre et une diversité de profils. Donc je crois que c'est toujours plus difficile, parce qu'il faut apprendre à travailler avec des gens différents, et toujours plus stimulant. Voilà, donc je crois, oui, à la diversité homme-femme, et je pense qu'aujourd'hui, on a encore, il faut être un peu volontaire, beaucoup de choses à faire sur ce sujet homme-femme, et que les choses vont quand même assez lentement. Alors tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez une femme exemplaire et dans les faits, vous êtes à la tête d'une unité qui, je crois, comporte plus de 33 000 personnes en France. Suez en France, c'est 33 000 personnes. 33 000 personnes, vous avez quand même beaucoup d'impact. Est-ce que du coup, quand on est une femme de pouvoir, et dans les faits, c'est triste à dire, mais il y a peu de femmes à votre niveau de responsabilité dans le monde économique aujourd'hui, est-ce qu'on a
le devoir de devoir porter ce sujet plus que les hommes, peut-être? Est-ce qu'on est investi de cette mission-là? Je pense que c'est bien de se dire ça. Il se trouve que pour moi, je le perçois même pas comme un devoir, je le perçois presque comme un plaisir. Donc, mais c'est vrai que il est peut-être, il y a quand même un plafond de verre. Certaines femmes, en tout cas, le perçoivent comme un plafond de verre. Donc c'est bien de contribuer à ou supprimer le plafond de verre ou la perception du plafond de verre. Et donc, oui, je me sens investi d'un devoir et avec plaisir, j'essaye de pousser cette problématique. Alors ça fait quelques années qu'on tourne autour de cette question. On a posé cette question à pas mal de femmes de pouvoir et finalement on peut la résumer de cette façon-là. Est-ce qu'une femme de pouvoir est forcément une bonne copine? Et la réponse n'est pas toujours très simple puisque dans ces fonctions, ces hautes fonctions, une femme peut être embarrassée à l'idée peut-être de faire ce qui peut être considéré comme de la discrimination, peut être parfois avantagée à considérer que cette singularité finalement lui représente un certain confort. Donc les convictions ne sont pas forcément évidentes à porter quand on est au pouvoir. Vous partagez cette impression? C'est une question d'homme, ça, peut-être, non? Je sais pas. Non, c'est Votre femme est dans la salle, il va falloir... Pas du tout, c'est un débat que j'ai souvent eu avec des femmes comme vous. On parle de syndrome de la reine des abeilles, par exemple, pour parler de certaines femmes de pouvoir dont on dit qu'elles seraient plus dures que les hommes, et notamment avec les femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, moi j'ai pas. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un peu une image probablement qui a pu être peut-être vraie, et encore j'en sais rien et dépassée. Non, je crois pas. Je pense que les femmes ont un mode de management souvent encore un peu différent de celui des hommes et qui, à mon sens, ça s'apparente pas du tout à celui de la reine des abeilles. Peut-être beaucoup plus collaboratif parfois, peut-être aussi plus direct. Ou en tout cas, je décris peut-être une vision de ce que je considère comme un management plus efficace, ou en tout cas nouvelle génération. Pragmatique, en tout cas. Assez pragmatique, bien sûr, assez transparent, très à l'écoute, et quand même capable de décider, parce que c'est aussi un élément, un moteur d'une organisation collective. Un leader, c'est quand même celui qui, un, définit une vision, et deux, ensuite la porte et prend les décisions pour la mettre en œuvre. Voilà. Je trouve ça très important que vous rappeliez que c'est aussi décidé, parce qu'un des pièges pour les femmes, c'est quand même qu'on est en train un petit peu de nous assigner le leadership avec le sens collectif, l'esprit de la cohésion, tout ce qui est la bonne gouvernance. Mais de temps en temps, si on veut aussi faire avancer les choses et nous-mêmes avoir notre légitimité, il faut quand même savoir décider. Et savoir décider n'a pas de sexe. Oh, normalement, non. Non, normalement, non. Je pense que on trouve quand même... Alors, quand l'échantillon féminin est quand même plus restreint que l'échantillon masculin dans des postes de décision. Mais pas dans la salle. Hein. Non, pas dans bizarre. la salle. Ouais. Dans la salle. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur le fait que les hommes décideraient plus que les femmes? Non, je pense qu'on trouve ces caractéristiques. Vous avez des dirigeants plus ou moins à l'aise avec le phénomène de décision, mais enfin, bon, ce qui caractérise un dirigeant, c'est quand même celui qui est capable de prendre des décisions. Donc normalement, quel que soit le genre, c'est une des caractéristiques d'un leadership. Alors on va rentrer peut-être dans le concret pour savoir ce qu'à votre poste vous considérez être comme des leviers possibles pour faire progresser cette égalité entre les femmes et les hommes. Alors peut-être à commencer dans le milieu économique et pourquoi pas même directement dans votre entreprise. D'abord, si je reviens à Suez, je pense que... Alors Suez, c'est une entreprise qui est tournée sur l'environnement, qui a deux métiers, le métier autour de l'eau et le métier autour du recyclage et du déchet. Je pense que c'est un sujet qui est où je lis beaucoup environnement et femmes. D'abord, moi j'ai été pendant longtemps sur des pays développés, mais aussi des pays émergents. Très souvent, dans les faits, aujourd'hui, la femme est à la fois la première victime ou la première impactée par le changement climatique ou les dérèglements climatiques. L'ONU donne des statistiques sur combien de temps il faut pour une jeune fille, une jeune adolescente en Asie comme en Afrique pour aller chercher de l'eau. 5 heures en moyenne par jour, ce qui veut dire qu'elle n'est pas à l'école.
ce qui veut dire qu'elle se consacre une partie de sa journée à aller chercher de l'eau. Donc c'est une problématique, quand on aura réglé le problème de l'eau, on aura fait un pas vers l'éducation des jeunes filles dans pas mal de pays. Donc c'est un sujet important, les femmes en tant que, on va dire, impactées par le problème de l'environnement. Et c'est en même temps celles qui encore portent beaucoup la pédagogie et l'éducation. Et là encore, nos métiers sont beaucoup autour de ce sujet-là. Comprendre ce que c'est que la conservation de l'eau, comprendre que les éléments de santé en matière d'assainissement. Donc c'est une problématique qui, au regard de nos métiers et de nos services, qui existent dans les pays développés comme dans les pays émergents, la femme a un rôle important à jouer. Donc on ne peut pas, dans une société comme Suez, ancrée dans son service, se désintéresser de ce sujet. Ensuite, j'ai entendu assez récemment, j'ai été en Inde il n'y a pas très longtemps, c'est là où j'ai rattrapé ma sciatique en déplaçant une valise malencontreusement. Je me demande d'ailleurs si vous êtes vraiment confortablement installé. Je vous trouve loin de... Ça va ? Je vous trouvais un peu loin de... Et donc, lors d'un voyage en Inde, j'ai été frappée par deux choses. D'une part, un paradoxe. J'ai eu l'occasion d'entendre le Premier ministre indien Modi dire qu'il allait mettre comme priorité la gender justice. Et souvent, on parle d'efficacité économique quand on veut pousser la diversité. Lui, au-delà même de la diversité économique, enfin l'efficacité économique favorisée par la diversité, il l'a placé sur le thème de la justice, qui était un axe intéressant. Et la deuxième chose qui m'a frappée de ce voyage il y a pas longtemps, il y a un mois, j'ai souvent fait des réunions de femmes, en particulier dans des pays où la question féminine se posait, au Maroc où on est très présent, en Inde aussi. Et à cette réunion de femmes la dernière fois, donc assez loin de chez nous quand même, j'ai eu beaucoup de questions, et dont une question qui a été « Qu'est-ce que vous pensez du hashtag MeToo ?» et je me suis dit « Ah, mais c'est vraiment une problématique universelle. Et il est passionnant de la pousser finalement dans tous les pays, et pas simplement à Nantes. On voit cette universalité de ce sujet. Vous me tendez une perche parce que... C'est bien pour ça que je t'ai regardé. Oui. Il y a encore un an... D'une part, quand on abordait le sujet du harcèlement sexuel au travail, par exemple dans mon métier de consultante au hasard, on disait bon, oui, bon, c'est un peu délicat. Est-ce qu'on pourrait plutôt parler de la performance apportée par la mixité, voilà, une espèce de gêne qui arrivait. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On a vu aux États-Unis des grandes patronnes soutenir le mouvement sans ambiguïté. Je vois aujourd'hui que vous soutenez le mouvement sans ambiguïté. On a vu aussi des femmes accepter de témoigner, de tous horizons, accepter de témoigner de moments difficiles qu'elles avaient vécus sans se préjuger que c'est à elles que ça porterait préjudice de leur carrière. Alors, je suis obligée de vous poser la question, Marie-Ange Debon, vous y répondez ou pas, mais est-ce que vous-même, vous avez été confrontée au sexisme, à l'agressivité de l'ordre du harcèlement sexiste ou sexuel au travail, et à toutes ces violences et discriminations qui pourrissent un peu la vie des femmes au travail et nourrissent le plafond de verre ? Je vais répondre à cette question, je ne vais pas l'esquiver, mais je pense qu'il faut quand même la placer dans un contexte plus global, et vous me demandiez les actions qu'on fait. Je pense qu'on a toute une palette d'actions qui sont faites chez Suez, au niveau des recrutements, au niveau du coaching, au niveau de la formation. On a une attitude très volontariste. Pour cette année, ça va être la première fois où les 200 principaux managers vont avoir une partie de leur rémunération de long terme soumise à un bonus-malus si nous n'atteignons pas un pourcentage de femmes dans l'encadrement de Suez. Très efficace, le Donc, KPI. c'est quand Très même efficace. Un élément de politique qui est assez structurant et qui montre aussi l'aspect volontaire que nous mettons dans cette conviction qu'on a sur la diversité. Donc, il y a toute une palette d'éléments. Et puis, il y a évidemment des éléments qui sont plus complexes, plus délicats, plus douloureux, sur lesquels il faut être très vigilant. Et on a
des hotlines, on est extrêmement vigilant. On a des ateliers de réflexion sur ce sujet pour évidemment essayer de faire émerger quand il y a des problèmes. Donc, moi, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée personnellement à ce sujet, mais je pense qu'il faut être vigilant. On a le réseau des managers et le réseau des équipes de ressources humaines qui sont vigilants vis-à-vis de ce sujet. Et quand on est confronté à cette situation, on prend les sanctions qui s'imposent. Alors vous venez de citer un exemple très concret dans votre entreprise d'incitation à aller vers plus de mixité. Est-ce que vous avez d'autres dispositifs ou une feuille de route particulière que vous souhaiteriez fixer? On a par exemple chez Suez, comme dans beaucoup de grands groupes, des réseaux de femmes, mais qui sont plutôt des réseaux de manageuses et à un haut niveau. En tout cas, c'est pour accompagner vers la perforation de ce plafond de verre dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en matière de ruissellement, on sait que ces réseaux, par exemple, ont du mal à atteindre des niveaux inférieurs en termes de hiérarchie. Donc c'est un exemple. Quels sont les dispositifs que vous souhaiteriez vous mettre en place? On a mis en place des mécanismes de mentoring déjà. Donc on a fait du mentoring en France pour plus de 100 jeunes femmes, avec en fait un effet qu'on n'avait pas complètement anticipé quand on l'a mis en place, puisqu'il était conçu pour aider des jeunes femmes, on va dire 30-35 ans, à un moment important de leur évolution professionnelle. L'effet positif qu'on a eu, qui nous a surpris, c'est l'effet positif sur les mentors. C'est-à-dire que les mentorés ont eu en fait un impact très positif sur les mentors en leur faisant prendre conscience. Donc finalement, les mentorés ont mentoré leurs mentors. Et ça devient des ambassadeurs par la suite, j'imagine. Les mentors comme les mentorés deviennent des ambassadeurs. Là aussi, aujourd'hui, on a environ 28% de femmes dans les cadres. Dans les recrutements, on est à 37%. Donc on va continuer à monter ce chiffre. Donc l'objectif, c'est un ruissellement, c'est une irrigation. Un des grands challenges, c'est notre métier est un métier de service, mais à fort contenu technique. Donc on a quand même une base d'ingénieurs importante. Vous avez aujourd'hui 28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et donc tout le monde les veut. Voilà, c'est un réservoir qui est plus limité. Mais comme je prône aussi la diversité des profils, on peut aller chercher d'autres profils que le profil d'ingénieur. Et je crois qu'on a un réservoir de talent quand on prépare bien les évolutions professionnelles qui est très grand. Alors, on voit les leviers dont on parlait tout à l'heure dans une entreprise, ils sont multifactoriels. Là, on parle de mentorat, on parle de réseau de femmes, on a parlé de mixité au poste de management, mais il y a d'autres leviers, notamment pour jouer sur les écarts de salaire, pour l'attractivité en termes de marketing des ressources humaines, où, on le verra tout à l'heure, sans déflorer notre soirée, des entreprises qui commencent à jouer sur des dispositifs un peu nouveaux, comme les congés parentaux, en particulier paternels, allongés. Est-ce que ça, c'est des dispositifs qui vous intéresseraient? Oui, c'est des dispositifs qui sont très attendus par les nouvelles générations. Après, une entreprise ne peut pas porter toutes les problématiques d'une société civile. Donc il faut trouver cet équilibre entre pousser notre part. On a le télétravail qui est évidemment une solution. La souplesse sur le télétravail. Je crois quand même que la présence physique est très importante, mais il faut trouver cet équilibre et il faut baser la relation sur la confiance, ce qui n'est pas facile dans les deux sens parfois. Donc on essaye de travailler sur ce petit dispositif. Le télétravail aide aussi pendant les congés et les coupures avec l'entreprise. Moi, j'ai toujours pensé que c'était bien, même pendant les... J'ai 3 filles, donc c'est un sujet que j'aide pour les générations qui arrivent. Mais je pense que dans les congés qu'on prend à ce moment-là, c'est bien aussi de ne pas être en mode coupure. Donc voilà, après chacun s'épanouit différemment, donc faut trouver cet équilibre. La réponse, en fait, c'est autour de la flexibilité. Alors peut-être une question personnelle, et pardon de vous la poser, mais la relation justement avec vos filles sur cette question
du féminisme ou de l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous considérez, par exemple, c'est souvent ce qu'on prétend, que la génération actuelle est peut-être moins féministe que notre génération à nous ou la génération qui a précédé? Vous le constatez avec vos propres enfants? J'aurais tendance à dire un peu, oui. Mais je trouve que c'est déjà en train d'évoluer, en fait. C'est-à-dire que quand elles sont confrontées à la vie professionnelle, elles perçoivent des petites choses qu'elles ne percevaient pas quand elles étaient étudiantes ou plus jeunes. Et à la fin, je ne suis pas sûre que la nouvelle génération soit moins intéressée et passionnée par le sujet que l'ancienne génération dont je fais partie. On ne naît pas féministe, le monde du travail vous aide à le devenir, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Oui. Alors, dernière question, on a parlé de votre feuille de route en matière d'égalité femmes-hommes, on ne peut pas vous demander d'en avoir une, vous venez juste d'arriver. Néanmoins, est-ce que, si on se projette dans quelques années, vous êtes capable de dire à quoi vous pourriez mesurer que sur cette question-là, vous avez fait progresser votre boîte? Dans un propos un peu autour du thème du rêve, la question ne se posera plus. Donc, quand vous me poserez la question, on ne comprendra pas le sens de votre question. D'ici là, je pense qu'il y a quand même la banalisation du sujet est importante. Puis après, comme on ne va pas se mettre des objectifs à 20 ans, il nous faut quand même des objectifs de moyen terme et les chiffres doivent être parlants dans tout l'équilibre des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus... je vais vous préparer la transition avec mon successeur. Il y a des métiers qui deviennent très très féminins. Il faudrait et dans l'entreprise, c'est donc la médecine en fait partie. Il y a des métiers aussi dans l'entreprise qui deviennent très très féminins. Donc, il faut un équilibre et de dosage. Donc moi, j'essaye surtout de pousser des femmes dans des postes opérationnels parce que c'est là où elles sont peu présentes. Mais je pense qu'il faut se poser la question des fonctions qui deviennent uniquement féminines parce que là aussi, on se crée de nouvelles difficultés de management ou de manque de diversité. Donc il faut pousser dans les deux sens. Marie-Ange Debon, merci beaucoup d'avoir accepté de venir jusqu'à nous ce soir.